Cyril Blanchard est un triathlète de l'extrême. Il a notamment battu le record de l'Enduroman en 2016. L'Enduroman, c'est ce fameux triathlon qui part de Marble Arch à Londres et qui rejoint la Grande Arche à Paris, avec au menu la traversée de la Manche. Il va nous expliquer comment on prépare une telle compétition et quels sont les rebondissements de son épreuve. Très bonne écoute. T'as peur d'avoir mal. C'est une trompette. Bienvenue sur le podcast Pinta Triathlon Club, le premier podcast français dédié au triathlon. Dans chaque épisode du PPTC, vous retrouverez des interviews, des conseils et des actualités sur l'univers du triathlon. Bonne écoute! Trois 24 dans les... Mais putain, même quand j'avais Pellegrini, elle faisait ça, j'aurais craché dessus. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast du PPTC, le premier podcast français dédié au triathlon. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler simplement que de triathlon, mais de triathlon de l'extrême, car nous avons le plaisir et la chance d'avoir avec nous Cyril Blanchard, un ultra sportif, premier recordman français de l'Enduroman, dont on va pas mal parler, en 2016, et aujourd'hui organisateur du Summum Project, un nouveau triathlon de l'extrême. Cyril, merci d'être avec nous et bonjour. Ouais, bonjour à toutes et tous et merci et puis merci aussi à toute la communauté qui gravite autour de vous de nous écouter. Je suis accompagné aujourd'hui de mes amis et compagnons d'aventure pour ce podcast, Mélène, Thibaut et Joji. Messieurs, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour Cyril. Ravi d'être là. Effectivement, aujourd'hui on va parler un petit peu Enduroman, même beaucoup, avant de parler un petit peu de tes différents projets. Est-ce que, avant de rentrer dans le cœur de l'épreuve et comment tu as pu la préparer et nous expliquer un petit peu les tenants, les aboutissants, est-ce que tu peux te présenter rapidement s'il te plaît ? Eh bien, je suis Cyril Blanchard. J'ai aujourd'hui, pas aujourd'hui, à présent 47 ans. Je vis dans l'Ain, plutôt la campagne entre Bourg-en-Bresse et Oyonnax, donc dans les gorges de l'Ain, c'est absolument magnifique. J'y suis depuis très peu de temps d'ailleurs. Avant, j'étais en région lyonnaise et il y a 2 ans, je vivais encore en Picardie, du côté du club de Beauvais, Triathlon Club de Beauvais, où j'ai fait quelques saisons. Et sinon, hormis ça, je suis consultant auprès des entreprises sur des problématiques de performance, de santé, gestion du stress, et donc j'interviens pas mal pour faire des parallèles entre le sport, la performance, mais aussi le bien-être des salariés et du dirigeant dans l'entreprise. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment est-ce que tu as commencé le sport quand tu étais plus jeune ? C'était quoi le premier sport que tu as pratiqué ? Est-ce que tu es rentré tout de suite avec le triathlon par exemple ? C'est une obligation pour moi de faire du sport. C'est pas moi qui suis allé au sport, c'est lui qui est venu à moi. C'est le judo, pour le coup. Fallait m'inscrire à un club de sport parce que j'avais des problèmes de souffle. Je suis né avec de l'asthme et avec un souffle au cœur, et donc mes parents ont cru bon de m'inscrire dans un club de sport pour faire un peu palpiter ce petit cœur qui battait pas super bien, et donc j'ai commencé avec le judo. C'était pas une bonne idée parce que sur les tatamis il y a les acariens et je respirais pas bien du tout, donc je suis c'est pas une bonne choix. Pour le coup, c'est assez cardio en tout cas. Je garde un bon souvenir du judo, plus pour la camaraderie, les valeurs, mais pas pour le sport lui-même. Pour cette raison-là, mais aussi pour une autre raison, c'est que j'aime pas trop me battre contre l'autre, en fait. Donc après, mes parents ont trouvé une autre alternative, ils m'ont mis dans l'eau, ils m'ont mis à la natation, et là j'ai kiffé. Allez, pas de problème d'acarien. Non, c'est clair. Ah, puis pour développer le cardio, là, c'est pas mal, effectivement. Tu changes de milieu et tout, c'est plutôt pratique. Ouais, donc je me suis retrouvé dans l'eau et moi ce qui m'emballait dans l'eau c'était de faire des apnées, et là pour le coup ayant un souffle au cœur, je faisais des apnées, je sais pas, sans m'en rendre compte, je m'amusais à ça, aller plus loin, plus profond, et retenir ma respiration le plus longtemps possible, et je sais pas, j'avais 6 ans, ma sœur elle me chronométrait et je devais aller à 3-4 minutes très rapidement, très gamin, je me suis repassé dans l'apnée en fait, mais comme j'étais en région parisienne, je pouvais pas faire de l'apnée
Puis je connaissais pas ça, j'ai découvert ça quand j'ai vu le Grand Bleu après. Et voilà, mon sport de départ, c'était la natation. Et c'était pas contre-indiqué justement la natation avec des respirations Oh, mon petit gars. Mon monsieur, à l'époque, les contre-indications, les médecins, ils disaient tout l'inverse de ce qu'on dit aujourd'hui. Quand tu disais t'avais mal au dos, on disait faut pas faire de sport. Quand tu disais t'as un souffle-cœur, je sais plus ce qu'ils disaient. Enfin bref, ils disaient tout et n'importe quoi parce qu'ils y connaissaient rien à l'époque. Aujourd'hui, on a plein de choses qui ont évolué et on dit tout le contraire. Donc les pauvres, ils savaient pas. Mais bon, la science évolue tellement vite aujourd'hui. Donc non, j'avais pas de contre-indication à faire de l'apnée. Visiblement pour toi, ça s'est bien passé. Ouais, ça c'est même super bien passé, ouais. Et ton premier contact avec le triathlon ? Oh là, bien plus tard. Moi, j'ai nagé toute mon enfance, mon adolescence, dans un niveau national, mais pas en fédération. J'étais en FSGT, c'est la Fédération Gymnique du Travail. Voilà. Et donc, j'ai fait ça. J'ai eu quelques petits résultats sympas. J'étais pas un grand nageur. Moi, ce qui m'amusait, c'était d'aller dans les bassins. Voilà, l'eau, le contact de l'eau me plaisait, et puis surtout d'être avec les potes. C'est ça qui me plaisait le plus. Donc, moi, j'étais bon, mais quand on était en relais, quand j'étais seul, j'étais assez moyen. Par contre, en relais, là, on a eu quelques résultats. Et le triathlon, c'est venu à 20 ans. C'est venu à 20 ans quand j'étais en école de commerce. Mon meilleur pote qui s'appelle Cédric, qui faisait du triathlon au Racing Club de France. Et il m'a dit, écoute, comme tu nages bien et que t'aimes courir, il te reste plus qu'à acheter un vélo. Et donc, il m'a fait rencontrer Laurent Chopin à l'époque, parce que j'étais à Paris, je faisais mes études là-bas, et donc il me dit viens avec moi au Racing Club de France, rien que ça, et je me suis retrouvé du jour au lendemain à découvrir le triathlon avec le meilleur entraîneur national fédéral, Laurent Chopin. Donc j'étais à côté de gars que vous connaissez peut-être pas, mais Philippe Fattori, Stéphane Poula, etc. Et j'ai évolué très très vite dans le triathlon avec le très haut niveau à 20 ans. Et sur la partie natation, du coup, c'était que en bassin ou tu faisais déjà un petit peu d'eau libre ? Ah, pas du tout, non, que en bassin. Puis le triathlon à l'époque, on allait peu, comme aujourd'hui on voit beaucoup de gens nager en eau libre. À l'époque, non, très très peu. Quand on s'entraînait qu'en piscine, on allait rarement au lac, c'était juste pour les compètes, quoi. Ok. Et ce passage du coup du triathlon que tu as pratiqué pendant plusieurs années, je suppose, à cette volonté d'aller un petit peu plus loin et de faire des triathlons de l'extrême, comment ça t'est venu, à quel âge ? Non, pas l'extrême, non. J'aimais dépasser mes limites, ça c'est clair, comme dans l'apnée, j'aimais aller dépasser un petit peu le petit degré, tu vois, qui te met en fusion. Et donc c'est un petit peu dans ma vie de tous les jours, quoi. C'est pas spécialement que dans le sport, j'aime bien dépasser les limites, mais sans mettre ma santé trop en péril, même si je me rends pas compte des fois que je vais un peu loin. Mais bon, à 47 ans, je suis toujours là, ça va. Non, l'extrême, c'est le triathlon, je faisais des distances olympiques, ce qu'on appelle aujourd'hui les A, je crois, un truc comme ça. Mais j'étais pas grand fan des triathlons dans les formules classiques, compétition. Moi, ce que j'aimais, c'était plus la nature, le côté aventure. Je regardais avec délice, moi, le raid gauloise et ces épreuves-là à l'époque. Donc, je faisais des raids aussi. Et un jour, à 25 ans, j'étais là aussi avec un pote chez Decat qui me dit tiens, je fais l'Ambraman l'année prochaine. Et c'était en 2000. Et là, je lui dis waouh. Et ça, je la connaissais, cette épreuve-là. J'avais vraiment envie de la faire, mais je m'imaginais pas la faire à 26 ans. Et en fait, c'est parti comme ça. Le premier Ironman à 26 ans, donc tard, quand même tard. Et puis, ça va. J'en ai pas encore fait. Quand je vois des jeunes d'aujourd'hui qui font sur les Ironman. À l'époque, en 2000, faire l'Ambraman, c'était quand même un sacré truc. Et c'était costaud. Et je me suis préparé en même temps que je travaillais, que j'avais des enfants aussi, parce qu'entre-temps, j'étais papa. Donc bon, voilà, ça c'est venu comme une évidence pour moi de concilier en fait la vie professionnelle de façon intense, sans se donner de limites, la vie familiale bien accomplie, et puis à côté, égoïstement son sport et dépasser entre guillemets ses limites pour se montrer quoi, j'en sais rien, mais moi c'était comme ça que je suis câblé. J'ai rien à prouver aux autres, parce qu'on me pose souvent la question pourquoi tu fais ça. Je sais pas, c'est comme ça. Et le jour où je saurai pourquoi, peut-être que j'arrêterai d'ailleurs. Et ta vie professionnelle, quand tu as commencé justement ces triathlons un petit peu plus longue distance qui demandent pas mal de temps sur les entraînements et tout, c'était quoi ton quotidien ? Tu bossais dans quoi à l'époque ? Au niveau professionnel, moi j'étais chez Decat et j'étais directeur de magasin. D'accord, quand même une contrainte horaire. Ouais,
ouais, oui, puis en plus c'était ouvert le dimanche, donc ouais, je jonglais pas mal, donc très naturellement, moi je me suis mis à pas mal m'organiser, à structurer ma vie, et les gens m'ont vite dit, ouais, mais quand t'arrives à faire tout ça, et moi je sais pas, c'était une évidence pour moi, mais en fait ça me ramenait à quand j'étais en école de co, alors je prenais le train pour aller à l'école le matin super tôt, les cours, etc. Donc c'était à l'ISG, l'Institut supérieur de gestion. Le midi, j'allais courir avec mon pote Cédric. L'après-midi, on prenait un peu les cours, parce que les cours, j'ai beaucoup bossé en prépa HEC, mais après ça va. Même s'il y avait des mémoires et des stages. Après, en fin d'après-midi, j'allais bosser chez GoSport, puis après chez Decat, et puis après le boulot, j'allais m'entraîner à la piscine, donc à Lota, je crois, dans le 14e, avec Laurent Chopin, et puis après où c'était les courses à Suffren, au stade Suffren, enfin bref, et je rentrais le soir à 22h à la maison, et le lendemain, ça recommençait pareil. Donc voilà, ma vie était super rythmée, donc ça s'est fait naturellement, moi, quand j'étais étudiant, et après, ça m'a jamais perdu, en fait, ce rythme-là. L'avantage, c'est que tu avais un petit peu des prises sur le matériel, très certainement. Ça veut dire pas beaucoup. En fait, non, c'est pour ça que je bossais d'ailleurs, en plus des études et du sport, il fallait que je bosse pour pouvoir financer mes études, et en plus de ça, bah ouais, mon matos, parce que acheter un vélo, c'était un vélo assis à l'époque, mais un Reynolds, je crois, mais fallait quand même le financer, le machin, quoi. Et pour en venir un peu plus précisément à l'épreuve de l'enduroman, est-ce que tu peux nous décrire cette épreuve, l'histoire de l'épreuve, la distance, le nombre de participants? Ouais. En fait, j'ai fait quelques Ironman de 2000 à 2014. Je faisais une année sur deux un Ironman, un triathlon, quoi, une grosse épreuve, et puis l'année où je faisais moins de choses, ça me permettait d'être plus concentré sur le boulot et sur la famille aussi. C'était le rythme que j'avais. Et puis en 2014, ce qui se passe, c'est que j'ai 40 ans. Et je vais faire le Norseman, donc je m'y inscris, je suis pas pris, flûte, donc tirage au sort. Après, je dis bon bah tant pis, je vais faire l'Altriman, pas pris non plus. Donc je suis vraiment contrarié, quoi. Vraiment, parce que moi je trouvais vraiment ces épreuves superbes, quoi, comme l'UTMB que j'ai fait en 2007, des épreuves certes où il y a beaucoup de monde, mais c'était encore une période où il n'y avait pas autant de médiatisation qu'aujourd'hui. Je parle de l'UTMB en 2007, et même le Norseman dans les années 2010 au tout début, c'était pas encore super médiatisé, mais déjà c'était sur des tirages au sort. Et donc j'étais super contrarié. Donc j'ai fait quand même l'Altriman des Pyrénées, qui était une belle épreuve, mais il y avait un truc qui était pas passé, quoi, pour mes 40 ans. Donc cette même année, je vois par hasard sur un réseau social Enduroman, je connaissais pas, j'avais jamais vu ce truc-là, et je vois donc une épreuve entre Londres et Paris, courir 140 km, traverser la Manche à la nage, et après finir en vélo. Pourquoi pas? Ouais, ça, ouais. Mais là, toute personne normale se serait dit, ok. Il y a quoi d'autre? Parce que je trouvais sympa, c'était déjà c'est que le point d'arrivée n'était pas le même que le point de départ. Donc ça, c'était le côté un peu aventure, hein, c'est pas une boucle. La Manche à la nage, je sais pas pourquoi, c'est un truc qui c'est un peu comme Philippe Croison, quoi. Moi, Philippe Croison qui a tracé la Manche à la nage, alors que c'est quelqu'un qui a ni bras ni jambes. Il sait pas pourquoi le truc lui est tombé dessus, mais il y a quelque chose qui vibrait quand il a découvert ce machin-là. Il s'est dit, je le ferai. Moi, c'est un peu pareil. Je sais pas pourquoi la Manche à la nage, c'est un truc qui m'intriguait. Il y en a, c'est l'Everest, l'autre c'est le Mont Blanc, enfin que sais-je. Et moi, c'est de traverser la Manche à la nage. Alors, je suis pas du tout fait pour. Je suis assez sec. Donc, en général, pour traverser la Manche à la nage, faut être un peu épais. Mais voilà, il y a un truc qui vraiment vibrait en moi quand j'ai vu ça. Et l'année suivante, en 2015, je me suis dit, je m'inscris. Et là, j'ai découvert le truc parce que les distances, je les connaissais. Par contre, je croyais qu'on faisait ça comme une épreuve en ligne à 5, 6, 10, 15. Non, en fait, c'est une personne à la fois. Et de juin jusqu'à fin septembre, c'est chaque semaine un athlète et du monde entier. Donc, les gens viennent du monde entier pour faire ce truc un peu barré. Pourquoi ? Parce qu'en fait, traverser la Manche à la nage, c'est l'épreuve la plus dure en matière en eau libre. Et en plus, il y a un mec, un Anglais, qui en 2001 a décidé de faire cette épreuve-là. Et puis, c'est cette épreuve, finalement, il l'a institutionnalisé quelque part parce qu'il y a de plus en plus de monde qui s'y sont inscrits. Et moi, quand je vois en 2015, pas un seul Français l'a terminé, je dis « Ah !» Est-ce que je serais pas le premier? Ce serait sympa. Et du coup, en 2015, quand tu penses à faire cette épreuve, pour récapituler, tu as fait un premier Ironman quand tu étais relativement plus jeune, l'Altriman. J'en ai fait pas mal de triathlons, hein. J'ai fait des Ironman, je sais pas, je vais en faire une petite dizaine, quoi. Ok, t'en avais une petite dizaine quand même à ton compteur avant de te dire tiens, je vais faire ça.
Ouais, non, j'en avais fait quelques-uns quand même. J'avais fait aussi quelques ultra-trails, quelques raids sur des épreuves de longue distance. Moi, ce que j'aime, c'est la longue distance, en fait. Hein. C'est ce qui me plaît, le côté aventurier et le côté un peu roots, un petit peu dénudé, quoi, là où dans les tris classiques, en fait, il y a beaucoup de matériel, beaucoup de tout ce qui est autour de l'être humain, quoi, de matos, et c'est pas trop le truc qui me fait vibrer, moi, ça. Et tu parlais sur l'inscription, enfin tu t'es inscrit pour participer. Comment ça se passe? Tu t'inscris sur comme si c'était une épreuve classique de triathlon, ou tu dois contacter directement l'organisateur? C'est ce que je croyais. Non, au cas où il y a des auditeurs qui veulent s'inscrire la semaine prochaine, tu vois, qu'ils aient les astuces. Ouais. Moi, je pense que c'est un peu la croisée entre un triathlon et un triathlon classique pour s'inscrire, mais c'est un peu aussi la Barclays. En gros, tu fais une lettre d'amour à l'organisateur. Alors, il demande pas une lettre d'amour, mais forcément, faut y mettre tes intentions. Il t'écoute. Alors, faut parler anglais, c'est quand même mieux déjà. C'est un peu comme le Norseman, il faut quand même parler l'anglais quand tu fais ces épreuves-là. Il fait bon. Et donc après, tu payes tes fees, hein, déjà d'entrée de jeu. C'est un anglais, hein, donc il est assez binaire. Hein, déjà, tu veux le faire, oui, tu payes, ok. Donc là, ça montre la motivation parce que ça coûte quand même. Moi, ça coûtait 3500 € l'inscription. Livre. Donc c'est déjà un sacré billet. Donc quand tu t'inscris, tu sais que soit t'as de l'argent, soit tu vas chercher des sponsors. Et moi, pour le coup, l'argent, non, j'ai jamais mis d'argent dans mes épreuves. Je me suis toujours débrouillé pour avoir des partenaires qui m'aident parce que je me mets en mode projet, en fait. Donc dans cette épreuve-là, quand je m'y inscris, donc j'envoie un mail à l'organisateur, il me dit ok, tu payes déjà un acompte, et là j'étais déjà en mode projet. T'avais un pied dedans déjà, quoi. Pour moi, c'est une entreprise. Hein. J'ai vécu cette épreuve-là comme une entreprise. Et quand tu dis projet, c'est que là, t'as commencé à te dire, faut que j'aille chercher des sponsors, faut que je raconte une histoire autour de tout ça, etc. Donc, quand tu t'y es pris pour faire tout ça, justement? Quand j'ai commencé les triathlons, moi j'étais chez Decathlon, donc ouais, ça aurait pu être un de mes partenaires, mais bon, ouais, effectivement, Decathlon a fait partie des personnes qui m'ont accompagné sur ce projet-là en termes de matériel, pour l'enduroman. Mais à côté de ça, là j'ai parlé juste de l'inscription, mais après il faut payer aussi le bateau, c'est quasiment le même prix. Et puis il y a toute une logistique, les épreuves préparatoires. Donc moi je m'étais mis sur un budget au départ de 10 000 € qui très vite est monté à 15. Et en fait pour le faire financer, j'ai fait des événements, des soirées auprès d'entreprises qui ont plutôt fédéré sur ce projet-là, que ce soit le dirigeant, mais aussi auprès de ses collaborateurs parce qu'ils trouvaient qu'il y avait une belle histoire à raconter. Et après moi je suis retourné dans cette entreprise après pour partager mon histoire, et j'en ai fait une vidéo aussi pour que moi, ce qui me parlait à moi, je me suis dit, ça peut parler aussi à d'autres personnes, quoi, en fait. Et ça a été le cas. Globalement, mon histoire, elle a plu à pas mal de monde. Et puis, voilà, quand on raconte, on va être le premier, peut-être potentiellement. Et moi, je disais, je vais être le premier Français. Je disais pas, il est probable que, il se pourrait que, sur un malentendu. Non, je serai. Voilà. Et en fait, plus j'avançais dans cette épreuve-là, donc plus l'argent, entre guillemets, venait. Mais c'était compliqué. Hein. Au mois de mars, j'avais quasiment rien, alors que l'épreuve était en juin. Mais c'est au mois de mars où j'ai fait une grosse soirée. Et là, pour le coup, il y a pas mal de gens qui sont agrégés à ce projet-là, au niveau des entreprises. Et après, moi, j'ai même eu un peu plus. Donc cet argent qui a été récolté en plus, je l'ai redistribué sur une association du Rotary Club. Donc il t'a fallu 6-8 mois finalement pour lever les fonds, entre guillemets, pour te lancer concrètement dans le projet et pouvoir assumer les filles qui étaient en face. Okay. Et dans ces 15 000 € dont tu parlais, ils partent évidemment dans l'inscription dont tu parlais, mais est-ce que ça part aussi dans la constitution d'une équipe de gens dont tu as besoin? Oui, en partie, de journées travaillées. Il y a une partie bénévolat de ma part, oui, parce que je me suis pas payé sur cette épreuve-là. C'était mon rêve à moi, c'était mon kiff. Mais ceux qui m'ont accompagné, il y avait des potes, etc. Eux, ils le faisaient à titre vraiment sympathique, parce que c'était mes potes. Moi, je culpabilisais, parce que je me disais, merde, ils prennent quand même quelques jours de congé pour faire une épreuve qui est pas la leur. Et, moi, j'ai un pote qui fait ça, j'y vais, bien sûr. Bah ouais, mais tu sais, moi, on enregistre. Je trouvais que c'était super égoïste de ma part. Ils prennent des vacances, ils laissent leur famille, ils m'accompagnent moi, et c'est même pas leur projet à eux, c'est le mien, quoi. Mais bon, ils m'ont tous dit, mais Cyril, on a vécu, on vit. Et après, à posteriori, ils m'ont dit, mais on a vécu une histoire, mais c'était un truc de fou, quoi. C'était un truc de malade, et on s'en souviendra toute notre vie. Donc ça m'a consolé ou rassuré. Tu leur as transmis un peu ce côté aventure que t'allais rechercher, quoi.
Ouais, c'est une sacrée aventure. Puis la traversée de la Manche à nage, c'est un truc, c'est mythique, c'est même mystique, quoi. Mais après, j'avais quand même des personnes que j'ai entre guillemets payées pour m'accompagner, que ce soit pour la préparation physique et après pour d'autres aspects de ma préparation, parce que moi, je voulais, comme je disais tout à l'heure, dans mon esprit, c'était clair que j'allais le finir. Alors, il y aurait plus, la possibilité que ça ne se fasse pas était réelle, mais moi, je m'étais conditionné mentalement, et dans l'équipe, justement, j'avais un préparateur mental, j'avais Philippe Leclerc, donc j'avais un préparateur physique que vous connaissez, qui est Patrick Bringer, qui me faisait mes plans d'entraînement, un nutritionniste, j'avais donc aussi un spécialiste du sommeil, François Duforez, avec qui j'ai fait un webinaire la semaine dernière, absolument génial, et c'est lui qui a préparé au niveau sommeil, celui qui est leader en ce moment sur le Vendée Globe d'ailleurs. Donc voilà, j'ai une équipe autour de moi qui s'est pris sur le projet. Certains ont dit Cyril, non, t'inquiète, on va t'aider, on va t'accompagner. Mais je vais vous raconter une anecdote, c'est celle de mon préparateur mental, Philippe Leclerc. Lui, je vais à sa rencontre au mois de septembre, donc une petite année avant, et je lui dis voilà mon projet, je veux terminer cette épreuve. Oh, ok, c'est bien, bah vas-y, finis-la. Je dis non. Pas compris. Je veux que tu m'aides et je veux que tu m'accompagnes. Elle me dit ok, fais-moi ton PowerPoint, envoie-moi tout ça, je vais regarder. Donc je lui ai envoyé mon PowerPoint et tout. Moi, j'avais été discipliné. Vraiment, je suis quelqu'un de très discipliné sur ce genre de choses, et je vais voir les meilleurs. Et s'ils me disent de faire des choses, moi je les fais. Je me pose pas de questions. Et donc Philippe, je lui envoie tout. Et après il me dit mais t'as pas besoin de moi. Je dis ben si, t'es le meilleur préparateur mental en France, t'entraînes les équipes de France de ski, d'équitation, t'es super connu, j'aimerais qu'on collabore ensemble. Et je lui demande, moi, c'est presque sous-entendu, c'est combien et il me dit, non, mais t'as pas besoin de moi, t'as les compétences pour finir ton épreuve. Si tu veux que je t'accompagne, je le ferai à titre de bénévolat. Par contre, on pète le record. Wow. Il avait commencé sa préparation mentale. Exactement, t'as tout compris, c'est ça. Voilà, il m'a déjà fait le conditionnement mental, et moi je dis bah j'y croyais pas. J'ai dit oui pour lui faire plaisir, mais après il a fallu vraiment plusieurs mois pour qu'il me convainque que j'allais le faire. Et autant j'étais sûr que j'allais le finir dans ma tête parce que je m'étais conditionné tout seul, et lui m'a conditionné pour battre le record. Et quand je prends le départ le fin juin, dans ma tête, tout le monde m'a dit mais c'était évident que tu allais le battre le record, qu'on le savait tous. Du coup, c'est une équipe de quoi, 6-8 personnes qui t'entourent au moins, je sais pas, une fois par semaine? Déjà, j'avais 5 personnes qui m'ont accompagné pendant, des potes, hein. Et puis des gens que j'ai rencontrés pendant la même préparation. Jean, qui est devenu mon ostéo sur cette épreuve, il me dit, je sais pas, à 5 mois, il me dit Cyril, je veux venir avec vous. Je dis arrête John, tu peux pas me faire ça. Attends, un ostéo, quand on sait comment ça gagne sa vie, un ostéo, que c'est pas évident d'avoir une clientèle. Et lui il me dit je vais te prendre 3-4 jours pour t'accompagner. Je dis non, attends, c'est le cadeau quoi. Et moi j'en pleure presque quoi. Il me dit si, mais je veux vivre ton aventure. Et donc il est venu, il en faisait partie de cette équipe-là. Donc j'avais mon meilleur pote qui était là, ma femme Laurence qui était là, et puis après tout le reste de l'équipe, c'est ceux qui m'ont préparé avant mais qui étaient pas là pendant. Et puis il y a ceux qui étaient là après pour boire un coup, pour fêter la victoire. Ils étaient plus nombreux. C'est les plus malins, ça. On serait venus là, nous. Ouais, c'était chouette aussi, Marc. Et en logistique, c'est quoi à préparer pour le jour de l'épreuve? Parce que déjà, donc évidemment, donc ça part de Londres, donc il faut déplacer le matériel, les équipes, etc. Ensuite, il y a la partie traversée avec le bateau. Il y a des contraintes par l'organisation sur tout ce qui est sécurité, je suppose, surtout à ce moment-là. Ouais, tout ce qui est sécurité, grosse logistique, c'est l'organisateur qui fait financer ça, qui fait payer ça par l'athlète. Et après, l'athlète il vient avec son matériel classique de triathlon, plus sa nutrition, son staff, et après sa voiture, son camping-car. Enfin, chacun fait sa propre logistique après selon les règles qui sont établies par l'organisateur de l'Enduroman. Donc moi, dans ma partie budget, sur les 15 000, j'avais aussi mes stages de préparation. J'avais fait un stage d'une semaine avec Hermelin du côté d'Aix. J'avais fait pas mal de choses, la préparation à Montpellier pour la nage en eau libre avec Jacques Tuzet. Et puis voilà, donc ça chiffre super vite en fait. Hein. Donc moi je m'étais dit, je me suis mis vraiment en mode entrepreneur. Comme j'étais chef d'entreprise depuis 2010, je dirais j'ai une grosse boîte. Là j'ai fait pareil. Hein. Je dis tiens, je vais mettre un peu de talent d'entreprise dans ce projet-là, plus mes facultés sportives. Et puis j'ai un projet qui va être juste génial, quoi. Et pendant cette période-là, tu travaillais encore? Ouais, je travaillais. Ah oui, je pouvais pas ne pas travailler. D'accord, ouais. Donc fallait que. Il n'y a pas eu un moment où tu t'es pris des jours malgré tout pour la fin de la prépa, ou pas du tout quoi. Tu travaillais en même temps?
Ah ouais, non, je travaillais. Par contre, Patrick Bringer m'avait dit, Cyril, on se prend 2 semaines en off. Enfin, tu te prends 2 semaines en off. Donc, dans ton agenda, tu travailles pas, tu fais pas de sport pendant 2 semaines. Enfin, pas d'affilée, mais sur 2 fois une semaine. Donc, histoire de couper et de pas tomber dans une routine, parce que il y a l'effet grisant de l'entraînement et après on se surentraîne. Et là, ça mène à soit la fatigue mentale, soit la fatigue corporelle et après des blessures. Donc, moi, je me suis vraiment préparé à tout point de vue sur cette épreuve en termes d'agenda, d'organisation, pour l'entreprise, pour ma vie perso, y compris des vacances, parce qu'avec Laurence, on a fait 2 voyages et là, je faisais pas de sport. On est parti une semaine au Mexique au mois de janvier et au mois de mars, je sais plus où est-ce qu'on est parti. Donc vraiment, je voulais vraiment allier le côté très pro de cette épreuve, le côté pro de mon activité professionnelle et aussi à côté m'aérer la tête et puis profiter de ma chérie, quoi. Parce que voilà, si elle était de côté pendant toute cette année de préparation, j'avais un risque. C'était juste qu'elle me quitte et ça, c'était pas question, quoi. Donc c'est un projet pour moi qu'à la fin de cette épreuve, elle me dise je t'aime encore et j'aimerais bien qu'on se revoie quand même. Ok, on va faire plus gros maintenant. et est-ce que tu te prépares physiquement différemment de tes prépas Ironman classiques? T'avais changé un petit peu tes Pas vraiment, non, parce que dans ma préparation, j'avais des séances de VMA, des séances de PPG, des séances de physio, enfin tout ce qu'on connaît quand on fait un triathlon ou quand on prépare un triathlon ou quand on prépare un UTMB ou que je ne sais quel ultra trail. C'est à peu près la même chose. Par contre, ouais, j'avais des séances courtes parfois et puis des séances parfois aussi très longues, des gros enchaînements, des week-end chocs et qui m'étaient quand même bien. Et surtout l'hiver. L'hiver, c'était terrible, quoi. L'hiver avec le froid en Picardie, le vent, faire des séances de 250 km à vélo tout seul, ouais, c'était un peu dur. Mais bon, après, d'où l'aspect la nutrition aussi. C'est du conseil. J'avais Anthony Berthoud qui est spécialiste en micronutrition, qui est très connu en monde du triathlon. Anthony m'avait sensibilisé sur la nutrition, sur la micronutrition, et donc je complétais beaucoup pour justement limiter l'effet carence lié à l'entraînement et lié à cette année ultra remplie où je dormais à 6h15 par nuit, parce que j'avais protocolé aussi mes nuits avec le médecin du sommeil, François Duforet. J'avais fait une étude sur mon sommeil, etc. Il m'avait dit 6h15 de sommeil, tu récupères. Si t'as un sommeil qui est profond, qui est très récupérateur, t'as de la chance. Donc voilà. Donc 6 heures, c'est peu. Normalement, on dit toujours 7-8 heures pour les sportifs, surtout. Ouais, mais bon, moi je pouvais pas, mais en fait je m'inquiétais de ça. Moi je m'en inquiétais. 6 heures, est-ce que ça va faire 6 heures, 7 heures, est-ce que je dors bien, est-ce que je dors pas bien? Et du jour où j'ai fait mon analyse avec François sur une nuit, il nous met sous électrode et puis il étudie ton sommeil. Après, pendant un mois, il m'a mis une montre spéciale pour voir aussi mes rythmes biologiques. Et après il m'a dit voilà Cyril, en fait toi pour ton enduroman, voilà ta stratégie, c'est de dormir 2 fois 1h30 après la course à pied et après la nage, ça te suffira. Ok, donc j'avais ma stratégie de récupération pour les sur le papier, tu te dis, t'es sûr quand même parce que faut pas 6 heures. Non, et puis même pour les nuits d'ailleurs, il m'avait dit 6h15, t'as un sommeil qui est profond, qui est très récupérateur, ça te suffit. Et le fait qu'il m'ait dit ça, en fait, ça m'a rassuré. Et d'un seul coup, voilà, dès que t'as mesuré, en fait, ça de façon générale dans la vie, moi, c'est un des enseignements que je tire de cette épreuve-là, c'est quand tu mesures les choses, ça laisse plus de place à je crois que, il semblerait que, je m'inquiète de, il y a plus de ça. Oui, tu t'es bien entouré avec l'objectivité des choses. Tu t'es bien entouré avec des professionnels qui savent de quoi ils parlent, entre guillemets, donc ça te cochait la case confiance sur ce sujet, c'était traité, t'appliques et puis tu te concentres sur autre chose, quoi. Ouais, absolument. Et quand tu écoutes des gens dans le développement personnel qui te parlent d'épigénétique, de mimétisme ou de vibration, machin et tout, en fait, moi, je suis vachement là-dedans parce qu'en fait, de par moi, ce que les autres m'envoyaient en termes d'expertise, moi, ça me donnait extrêmement confiance sur tous les piliers de la performance. Et du coup, comme j'étais en confiance, les autres, qu'est-ce qui se passait, qui était autour de moi? Waouh, le mec, il sait où il va, il sait comment il y va, et ce que m'avait dit mon coach mental. La dernière phrase choc qu'il m'a donnée, et c'était la plus belle qu'on m'ait donnée de ma vie, il m'a dit Cyril, maintenant t'es condamné à réussir. Ah ouais. Condamné à réussir. Waouh. Là, ça y est, il m'a fait vraiment voilà, un point d'ancrage dans ma tête, et du coup, voilà, j'étais condamné à réussir. Et sur le sommeil, juste pour y revenir très, très rapidement, tu disais que tu as fait un webinaire il n'y a pas longtemps sur le sommeil.
c'est vrai que c'est quelque chose de très très important. Nous, on l'avait remarqué aussi quand on se préparait pour l'Ironman, qu'on n'a jamais fait puisque ça a été 2 fois annulé. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, avec la charge d'entraînement, avec le travail, le sommeil est difficile. C'est difficile de s'endormir, c'est difficile. Une séance où on se réveille un matin et il faut aller courir et on est fatigué. Honnêtement, on le ressent directement sur la performance. C'est absolument fondamental. En fait, pour être bien éveillé la journée, il faut bien dormir la nuit. Alors les gens disent souvent je vais passer une bonne journée, du coup je vais bien dormir. Moi je suis sur l'effet inverse. Je pars de la nuit pour passer une bonne journée. Et après, je suis sûr, est-ce que c'est la poule qui fait l'œuf et c'est l'œuf qui fait la poule? Là, pour le coup, moi, j'ai ma réponse, c'est la nuit qui fait une belle journée, quoi. Donc, c'est extrêmement important de savoir sur quel literie on dort. Est-ce qu'on n'a pas des choses qui viennent court-circuiter parasiter notre sommeil la nuit, que ce soit de façon consciente ou inconsciente, parce que la nuit, c'est l'inconscient, c'est la rêverie, etc. Et inconsciemment, on se réveille sans s'en rendre compte. Mais si l'inconscient passe du côté conscient, c'est là que ça devient problème. Je dors pas bien, je vais pas m'endormir, etc. Donc c'est absolument capital, et si j'ai une vie aujourd'hui bien remplie dans les journées, c'est parce que mes nuits sont assez courtes, mais elles sont surtout très efficaces. Et voilà, sur moi, j'ai une petite chaîne YouTube qui est juste là pour partager justement ce genre de choses. C'est technique, c'est accessible, mais en même temps c'est vu avec des personnes qui sont quand même de notoriété. Et donc si vous allez sur la chaîne YouTube Cyril Blanchard, vous verrez, il y a un webinaire avec François Duforez, et et on partage vraiment sa science et moi ma pratique de l'optimisation du sommeil. On va aller écouter ça alors. Ouais, c'est un vrai sujet. Je me souviens quand on faisait la prépa pour le marathon, là, j'avais souvent du mal à m'endormir parce que je me posais beaucoup de questions sur est-ce que je m'entraîne bien, est-ce que je fais les bonnes séances, est-ce que... T'es trop stressé, Mélène. Exactement. Non, mais c'est vrai que c'est souvent quand on est on se rapproche de l'épreuve, on a tendance à mal dormir et du coup, on saccage un peu les séances d'après. Donc, s'il y a des petites astuces pour bien dormir, c'est fondamental une fois de plus. Je me pose des questions. Donc, si on se pose des questions, par définition, on n'est pas dans la confiance, absolue en tout cas. Et donc, quand tu arrives sur une épreuve où tu es absolument confiant en toi et sur tes capacités parce que tu t'es préparé dans ta tête, tu te poses pas de questions, une fois de plus tu es condamné à réussir. Ça ne peut que marcher parce que tu en es convaincu de l'intérieur. Après, les circonstances, les événements feront que ce sera peut-être plus dur que prévu, mais tu sauras toujours t'adapter. Alors que si tu es dans ta tête, tu es en questionnement, le moindre petit truc qui va se passer, tout de suite ça prend des proportions. Je le savais. Et ça me rappelle beaucoup ce que tu t'es préparé à ne pas réussir. J'hésitais entre le satellite ou pas, et c'est vrai que ça a été un gros dilemme. Est-ce que je vise 2h05 ou 2h10? Quel stress. Et ça me rappelle beaucoup ce que nous disait Cyril Villéno sur un Iron quand on lui a demandé quel conseil tu avais à donner. Et je me rappelle, je me rappelle plus exactement ces mots, mais il a dit quelque chose comme pas se dire quand on a un moment de mou que ça va pas aller, ça va être difficile, etc. Faut toujours être positif dans sa tête et toujours se dire que qu'on va y arriver. Et c'est le truc dont qui nous a dit. C'est pas le truc pour moi. Cyril est absolument, c'est un mec qui est doué, et bien en plus de ça qui est très fort et qui est un gros travailleur. Moi je me suis déjà entraîné quelques fois avec lui et franchement je suis très très loin derrière. Maintenant moi je suis pas très bon physiologiquement, j'ai pas une grosse VO2 max, vous en doutez, avec mes problèmes cardiaques, j'ai un petit entrejambe, donc ma foule elle est pas très belle, faut que je la rende efficace quoi. Sur du long ça va à peu près, donc sur du court je suis vraiment très très nul. Donc moi en fait je compense mes incapacités physiologiques, physiques en tout cas, par le mental. Et en fait quand t'es en course, moi je considère qu'on peut pas dire tout est positif, etc. Parce qu'en fait, et Cyril le sait très bien d'ailleurs, c'est que lui il se prépare aussi mentalement, et toutes les questions, ce conditionnement positif que tu dois avoir en course, si tu l'as pas fait à l'entraînement, il peut pas se reproduire en course. Tu fais tes gammes à l'entraînement, donc tu courras bien pendant la course. D'un point de vue mental, c'est pareil. Si tu t'es pas conditionné, si t'as pas fait tes visualisations au préalable, forcément en course, tiens, qu'est-ce qui se passe? C'est des surprises, des nouveautés, et t'as pas la bonne attitude parce qu'en fait, tu t'es pas préparé. Donc c'est des automatismes à acquérir. Et ça se prépare. Ça se prépare justement avec de la visualisation, de la respiration, de la méditation, etc., etc. Et moi, j'ai la chance de côtoyer. C'est un pote, Cédric Fleurton, et lui il m'inspire énormément de ce point de vue-là parce que c'est un gars qui a une hygiène de vie absolument géniale. Ça n'empêche pas de prendre une bonne bière comme vous en ce moment d'ailleurs. Mais c'est de l'eau, ça me grille.
on se fait des bonnes picoles avec Cédric. Mais il a une sacrée hygiène de vie, il prend beaucoup de plaisir. Voilà, il passe pas à côté des choses de la vie. Mais pour autant, je peux vous dire que mentalement, s'il est bon en course, s'il gagne la Saint-Élion et c'est un des meilleurs au niveau international, en tri, en swim and run, enfin toutes ces disciplines, c'est parce que mentalement il se prépare et c'est incroyable, quoi. Donc c'est pas en course qui coupe le cerveau. Je sais pas si vous avez lu un article de Cédric Fleurton l'année dernière quand il a gagné la Saint-Élion. Il dit en fait au 32e c'est là que je fais la course parce qu'en fait c'est tellement dur, etc. Et ils étaient à deux à faire la gagne. Et en fait il dit à ce moment-là, moi qu'est-ce que je fais? Je coupe mon cerveau, je me mets en mode voilà, je coupe tout. Ben ça se fait pas comme ça. C'est pas je décrète maintenant que je coupe mon cerveau. Ouais, ça se travaille. Il pense plus à rien, quoi. Il est là, c'est terminé. Et pour y arriver, ça se prépare. Pour y arriver, tu le décrètes pas. C'est des automatismes que tu crées à l'entraînement. Donc c'est en s'entraînant, à force de s'entraîner, que tu peux justement te préparer à l'exécuter en course. C'est la 4e discipline finalement, la préparation mentale. Exactement. Beaucoup de disciplines. Et pour revenir du coup sur l'enduroman, au final, c'était quoi comme objectif que tu t'es fixé? Plutôt de le finir ou d'être recordman? Mon objectif à moi, c'était de le finir, c'est d'être le premier Français à le terminer. Mais franchement, je me suis préparé. Mon coach mental, je le voyais et je le sollicitais régulièrement. J'ai envie de dire même, je le harcelais pour le voir, pour qu'il me réponde à des mails, pour faire le matin. Je l'appelais à 7h. Tiens Philippe, est-ce qu'on se peut faire un check au téléphone et tout? Et à chaque fois, il me donnait des exercices à faire. Et ces exercices, je les faisais, quoi. Et moi, c'est là que j'ai envie de péter une gueulante, tu vois. Quand je vois tous les sportifs français qui se plaignent, ouais, c'est pas normal, j'y arrive pas, que ce soit les tennismen, dans plein de sports, on voit des Français qui ont un talent fou, mais qui sont pas numéro 1. Quand ils sont numéro 1, ils le sont une fois, puis après ils le restent pas. En fait, tout simplement parce qu'il n'y a pas de discipline. Tu as dit tout à l'heure, tu as lâché le mot discipline, mais la première des disciplines, c'est de faire preuve d'humilité, d'écouter le coach, de faire ce que dit le coach, et peut-être par contre de savoir écouter ce que disent tous les coachs. Il n'y a pas que le coach préparateur physique. À côté de ça, il y a plein d'autres personnes qui peuvent t'accompagner. Et à partir du moment où tu vas voir les meilleurs, en tout cas ceux qui sont crédibles, et que tu écoutes ce qu'ils disent et que tu fais ce qu'ils disent, ça marche. Le truc, c'est que quand on te parle de nutrition, mais j'y crois pas trop à ci, j'y crois pas trop à ça. Et après, tu parles de préparation mentale, mais c'est un truc de gourou, machin et tout. Ok, laisse filer. Mais par contre, t'étonnes pas après que t'as pas tes résultats. Donc tout ça, ça marche évidemment. Et je vais vous dire un truc. Moi, quand je préparais l'enduroman, je suis dirigeant d'entreprise, j'ai une grosse boîte, je sais comment ça marche, donc je vais chercher les meilleurs. Et j'y vais parce que le projet me dépasse tellement qu'il faut que j'aille voir des gens bien meilleurs que moi. Et là, pour le coup, je me sens tout nul. Donc Philippe Leclerc, Anthony Berthoud. Et quand je vais aller voir ces mecs-là, il paraît que t'es le meilleur, j'aimerais que tu m'aides pour mon projet. Alors ils commencent à me dire, ok Cyril, tu fais ça. Et moi, comme un con. Non mais Anthony, j'y crois pas au GLUL. Cyril, c'est toi qui es venu me voir. Un peu con. Sinon, démerde-toi, quoi. C'est qui le spécialiste? Je me rends compte de ma débilité. Et en fait, ma débilité, c'est pas moi. Je suis pas né comme ça. C'est juste le fruit de mon éducation. Et ça, je vous le dis à tous. On n'a pas été éduqués pour parler de nutrition. On n'a pas été éduqués pour parler de préparation mentale. On n'a pas été éduqués pour faire des gammes. Quoique, on fait un petit peu de gamme quand on fait du sport à l'école, mais c'est chiant. Mais en tout cas, on a du mal à faire toutes ces choses-là et à y croire parce que ça nous dépasse un petit peu. En fait, si tu te mets à croire à des choses auxquelles tu n'as pas accès et que d'un seul coup tu les testes et tu vois tout le bien que ça te fait, là ça te permet de te transcender. Et justement, puisque le sujet du jour c'est l'ultra, dépasser ses limites, etc. Si à un moment donné tu veux dépasser tes limites, il va falloir croire à des choses auxquelles tu n'as peut-être pas accès au quotidien et sur lesquelles beaucoup de gens ne croient pas en fait. Et qu'est-ce qu'un finalement un préparateur mental va t'apporter en fait? Ça va être concrètement, ça va être de la confiance en toi, ça va être, tu disais tout à l'heure, je l'ai appelé, je l'ai appelé tous les soirs. De la confiance, des nouveaux réflexes, te déformater un petit peu le cerveau parce que souvent, forcément, comme je le disais, on est tous un petit peu avec nos automatismes, nos façons de penser liées à l'éducation, liées à des traumatismes, liées à des études, etc. Et puis un jour, notre cerveau, il enregistre un truc qu'un prof t'a dit, ou qu'un papa ou une maman, etc. Et pour toi, c'est devenu une vérité. Sauf que c'est pas la vérité. C'est pas la vérité. C'était sa vérité à lui. Et toi, il te l'a imposé. Et du coup, ça te bride et ça te met une espèce de plafond de verre pour la vie. Sauf justement, si à un moment donné, tu fais un petit peu un reset par-ci, un petit reset par-là. Et du coup, et là, ça te permet de, nouvelle bouffée d'oxygène. Mais je l'avais pas vu comme ça.
Et alors, il y a des choses que tu vas apprendre d'un point de vue conscient. Donc les choses sont très conscientisées. Donc là, c'est le travail d'un coach traditionnel. Mais après, si tu veux faire un travail beaucoup plus fin et beaucoup plus puissant d'ailleurs, il faut faire un travail sur l'inconscient. On a un cerveau conscient, on a un cerveau inconscient. Et sur la partie inconsciente qui est plus subtile, plus fine, et qui nous amène au sens, le travail sur l'aspect sensoriel, et bien là, en fait, c'est là qu'on a, tous autant que nous sommes, on a un peu de mal parce qu'on n'y croit pas. On parle de gourou, de chaman, de machin, mais c'est pas juste ça. Aujourd'hui, les neurosciences nous prouvent que la visualisation, le travail sur la respiration, la méditation, etc., ce sont des choses qui fonctionnent. Ça fait penser un peu à l'hypnose aussi quand tu parles d'inconscient. Il y a des traitements pareils. Ça fait penser à l'hypnose. À l'hypnose, oui, bien sûr. Pas mal de gens qui sont traités qui ont des déblocages aussi. À me mettre dans des états d'auto-hypnose pour cette épreuve-là, ouais. Que ce soit pour courir, les 140 km, que ce soit pour nager, les 60 km dans une 14 degrés. Il fallait un petit peu savoir faire un peu d'auto-hypnose pour aller au-delà un petit peu de ses limites. Hein. Et puis après, le vélo, on va pas dire que c'est une formalité, mais faire un peu moins de 300 km de vélo, quand tu as fait de la manche à la nage derrière, tu te dis, bon, ça va. Est-ce que finalement, la participation à cette épreuve, pour toi, c'était un bon prétexte pour travailler ces sujets de préparation mentale, etc. Plutôt que... T'as tout compris. Super. Merci beaucoup. Sur du roman, c'était pas... du roman, oui, mais c'était vraiment une expérience de vie. Me dire, grâce à ça, je vais rencontrer des gens que j'aurais peut-être pas rencontrés dans ma vie normale pour me préparer à cette épreuve. Donc du coup, le symbole, moi, des rencontres, c'était quand même Philippe Croison. Ce mec qui traverse la Manche à la nage alors qu'il n'a pas de bras et pas de jambes, je le croise au mois de septembre de l'année d'avant ma préparation. Volontairement, je vais le voir sur une conférence. Je me dis, ce gars-là, il dépasse tout l'entendement, quoi. Donc moi, j'ai fait un truc qui dépasse l'entendement justement. Donc j'ai des choses forcément à apprendre de lui. Je le rencontre et puis là, c'est une expérience de vie incroyable. Tu vois son sourire, son magnétisme. Tu te dis, waouh, il a une énergie. Et le fait de le rencontrer, tu le ressens ça. Et là, c'est là que je découvre le transfert d'énergie. Putain, ce mec qui rayonne, et c'est un homme normal, hein, c'est même une moitié d'homme. Et malgré que ce soit une moitié d'homme, en fait, tu sens toute cette énergie, tu la prends, quoi. Et ça te prend tout l'intérieur. Et ça se voit pas. Ça se palpe pas. C'est pas réel. Mais tu le ressens. Voilà. Donc c'est ça, le côté inconscient, dépasser un petit peu ses fausses croyances et tout. C'est ce qui m'est arrivé pendant cette préparation. Et donc oui, t'as tout à fait raison de dire que moi, j'allais chercher quelque chose au-delà, parce qu'après l'enduroman, je continue de vivre, donc, et tout ce que je vais apprendre pendant cette épreuve-là, avant et pendant, ça me servira après. Et justement, du coup, tu as tout mis en place pour cette épreuve, pour faire en sorte qu'elle se passe le mieux possible. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu le départ, enfin un petit récit de course, si tu veux, comment tu l'as vécu de l'intérieur? Ouais, parce que vous avez 60 heures devant vous, là? Non, fais un peu plus court, mais... En fait, moi, je m'amuse à faire ça avec les personnes que je coach mentalement, parce que aujourd'hui je me suis spécialisé là-dedans. Donc j'ai préparé d'ailleurs Lionel Jourdan là, que pendant 2 ans et demi à cette épreuve-là. Il m'avait dit, Cyril, t'as fait un truc sympa, j'ai lu ton bouquin, maintenant j'aimerais bien battre ton record, et ça te dirait d'entraîner le mec qui va battre ton record? Je dis ouais, carrément. Donc je l'ai entraîné pendant 2 ans et demi, c'était génial. Donc il y a eu un après, tu vois. Alors si vous voulez, ce que je peux faire à nous, c'est comme je fais avec lui, c'est une séance d'hypnose, hein, pour justement vous mettre en état hypnotique et vous imaginez dans la peau d'un enduroman. Mais en fait, moi, je suis parti à 23h30 de Londres, Marble Arch. Tu cours pendant 140 km. Donc là, tu t'imagines ce que c'est 140 km, et tout le monde croit que c'est plat, mais c'est pas si plat que ça. C'est énorme, 140 km. Putain, je pensais pas qu'il y avait de radars comme ça. Il y en a certains quand même. Et puis une fois que tu es arrivé, après tu as la Manche à la nage devant toi. Donc chacun sa stratégie pour récupérer de cette course à pied, pour pouvoir après enchaîner sur une quinzaine d'heures de nage. Moi, j'avais prévu 12 heures, mais j'ai pas eu une météo des plus sympathiques, et du coup j'ai pas mal dérivé, et quand j'approche des côtes françaises, en fait, en général on arrive sur le Cap Griné et ça s'arrête là, sauf que moi j'ai une aversion de courant, et donc là c'était le truc un peu mortel, parce que quand il t'arrive ça, tu sais que t'en as encore pour 3 heures de nage. Justement, t'avais choisi ta semaine pour partir en fonction des marées, des courants, ce genre d'aventure, quoi. Non, justement, moi j'y connaissais rien quand je me suis inscrit, alors c'est pour ça que maintenant j'aide un peu des personnes, parce que faut choisir sa semaine, hein. Et
ça se négocie avec l'anglais qui lui dit bah non, toi tu te fais à telle semaine, sauf que il y a des semaines qui sont beaucoup plus propices que d'autres. Par rapport à quoi? Par rapport au coefficient de marée qui est lié aux lunes, au calendrier des lunes. Donc voilà, si tu es sur des coefficients de marée élevés, c'est très compliqué. Si tu es sur des coefficients de marée plutôt basses, c'est plus facile. Et puis après, si tu le fais au mois de juin, bah, l'eau elle est plus froide qu'au mois d'août où elle va avoir 3-4 degrés de plus. Et moi, comme un couillon, je l'ai fait au mois de juin. Ça donne envie de sortir plus vite de l'eau en même temps. Faut voir ça comme ça. Et d'ailleurs, je crois que t'es parti avec un temps un peu instable, des orages, quelque chose comme ça. T'avais aucune possibilité de décaler le départ de quelques heures? C'était Non, tu peux pas parce qu'en fait, à partir du moment où tu choisis ta semaine avec l'organisateur et une fois que t'es dans ta semaine, l'organisateur te dit bah voilà par rapport aux fenêtres, on appelle ça les fenêtres pour traverser la Manche. Et bien en fait, il te dit ce sera tel jour à telle heure le départ. Donc toi après, tu fais ton départ de course à pied en conséquence par rapport au temps que tu veux faire en course à pied. Donc c'est une épreuve un peu qui se fait par reculons au niveau du timing. Quand tu fais ça en rétro timing. Et donc du coup, à partir du moment où tu es parti à la course à pied, tu peux pas décaler l'horaire du départ du bateau parce que c'est un pilote qui décide moi 23h30 je pars, t'es pas là, tant pis pour toi, t'es là, si t'es là 5 heures avant, tu te reposeras à 5 heures, si t'es là 10 heures avant, tu te reposeras à 10 heures. Donc c'est une épreuve qui est super sympa parce que il y a beaucoup de stratégie dans cette préparation. T'avais prévu de te reposer combien de temps justement après tes 140 km? Alors moi, ce que j'avais prévu, c'était de 24 heures de partir en courant 24 heures avant 24 heures avant la nage. Et donc j'avais prévu 20 heures de course avec des petites pauses à l'intérieur et 4 heures de récupération. Et comme j'ai mis 18 heures, ça m'a fait 6 heures de récupération. C'était du bonus quoi. Et t'as le temps de dormir ou c'est juste de l'alimentation Alors, en fait, on se dit 6 heures, on a le temps de faire plein de choses, mais en fait, ça passe super vite parce que déjà, t'arrives, t'as ta logistique, t'as ta nutrition, ton matos, ça passe super vite. Et moi, ce que j'avais prévu, c'était de dormir 1h30. D'accord. Donc, j'ai dormi 1h30. La fameuse heure et demie. En fait, si je dormais 2 heures, 2h15, c'était pas top. Parce que je sais que je pars sur un deuxième cycle de sommeil et ça c'est difficile de se réveiller dans ce cycle-là. Donc c'était 1h30. Et juste en termes d'alimentation, tu prévois un peu le même format que sur un Ironman, manger tous les 45 minutes ou une heure ou tu... Non, c'est plus proche d'une épreuve ultra. Des sandwichs. Donc tu vas manger de façon un peu plus classique. Moi c'était des soupes chinoises, riz, un peu de protéines, jambon, et puis après quelques bars quand même. Mais les bars, moi c'est trop sucré, ça passe pas. T'avais fait l'UTMB déjà avant, donc t'avais déjà l'expérience de l'ultra. Ouais, en 2007, ouais. Et sur le parcours, la traversée de la Manche, du coup, comment est-ce que tu arrives à te repérer? Bon, il me semble que tu as fait un peu plus de kilomètres que ce que tu avais prévu, ce que tu nous disais tout à l'heure. Est-ce que c'est le bateau qui t'accompagne, qui te donne le cap ou comment tu te... Ouais, c'est ça, exactement. Tu nages à côté du bateau, mais il est un petit peu devant toi. Alors, faut pas se mettre derrière parce que derrière, t'as le mazout, t'as les gaz et ça, c'est dégueulasse. Tu ne pas trop devant parce que sinon, tu vois pas la trajectoire. Donc, t'es un peu de côté, tu vois, un petit peu comme en vélo, quand tu peux drafter, tu vois, tu te mets un petit peu dans la roue. Là, c'est un peu pareil. Et t'analyses un petit peu les courants en amont, juste avant de partir pour nager peut-être un petit peu différemment, je sais pas, peut-être un peu en crabe pour profiter des courants. C'est des choses que t'as bossé avant, ça? Ouais, tout à fait, ouais. Tout à fait, j'avais pas mal étudié ça, nagé avec un ami qui était à Calais, qui avait son bateau, donc il m'avait expliqué tout ça. Mais après, il y a beaucoup de choses que tu découvres aussi pendant la course, parce que t'as beau tout préparer, c'est une épreuve qui est tellement, elle est déjà longue, suffisamment longue pour que tu découvres des choses. Puis il y a le facteur météo, les courants, la technique, il y a des choses que tu découvres le jour J. Et ça, notamment, moi, c'est la météo, les vagues et tout. J'avais vraiment bien préparé, mais il y a des choses que j'ai encore découvertes parce que quand nager de nuit à 20 moi j'ai eu une tempête, j'avais des creux moi je voyais pas, je me rendais pas compte, on me disait que j'avais des creux d'1,50 m, 2 mètres, et ça a duré plus de 2 heures. Donc on fait ça en pleine nuit, plus le froid, plus les méduses et tout, là à un moment donné je me disais je vais arrêter, si c'est comme ça pendant tout le temps, c'est pas possible. Et c'est là que la préparation mentale est super importante parce qu'en fait, tu peux pas, si tu te projettes sur ce qui va se passer après, forcément, tu dis c'est pas possible. Donc, tu te reconnectes dans l'instant présent, focus sur ce qui se passe tout de suite et tu verras bien comment ça te passera après. Et donc, tu tiens. Et puis, à un moment donné, ça s'est quand même arrêté. Et après, ça s'est calmé. Donc, ça allait mieux. Ça me rappelle un peu le documentaire de Canal+, Intérieur Sport, Chica Dario avec Aurélie Muller. Peut-être qu'on aura la chance de l'interviewer un jour. Où elle commence cette course en Argentine, dans ce fleuve. Et il y a beaucoup de vagues et de courants, de vent. Et en fait, elle pose la question à son coach qui est sur le bateau.
combien de temps ça va durer, parce qu'elle s'attendait pas à ça. Et en fait, il lui répond pas. Bah oui. Il lui répond juste pas. Et en fait, elle se dit au bout d'un moment, il me répondait pas. Et là, j'ai compris qu'en fait, ça allait être tout le temps comme ça. Ouais. C'est Aurélie Muller, et donc si c'est Stéphane Leca qui est dans son le DTN France d'un nageur d'eau libre, j'étais allé le voir lui aussi. Pareil, Stéphane Leca, ce mec-là, c'est un mec incroyable. Il faut que j'aille le voir, juste le rencontrer. Et tu vois, je le rencontre, on échange, on partage, et le fait juste d'avoir discuté avec lui, ça y est, tu prends un peu de son expérience, un peu de son histoire, et ça t'habite un peu de l'intérieur, et ça te monte un peu ta jauge de confiance, ça aussi. Et t'avais prévu de faire combien de temps sur cette traversée de la Manche ? 12 heures. Et t'as fait ? J'en ai fait presque 15 heures. Les fameuses 3 heures de plus, en fait, j'ai pas nagé assez vite à un moment donné. Et donc là, les 3 dernières heures sont vraiment, d'un point de vue physique, sont été les plus dures, quoi. Et là, c'est 15 heures non-stop, tu fais 0 pause du coup sur le bateau. Je suppose que t'as pas le droit forcément d'aller sur le bateau. Non, tu fais pas de pause. Non. Tu te mets quoi ? Tu te mets sur le dos Tu te fais du dos crawl. À un moment donné, dos, c'est c'est quand ça. il y avait la tempête, donc c'était je sais pas, au bout de 3 heures que je nageais, j'en pouvais déjà plus. Donc on t'alimente avec ta perche comme tous les nageurs en eau libre. D'accord. Et là, je me tiens un petit peu à la perche parce que ça tanguait, quoi. Donc je tiens la perche avec la main et puis je bois avec l'autre, et je m'agrippe un petit peu dessus, tu vois. Et là, l'arbitre, il me dit, tu refais ça encore une fois, t'es disqualifié. Ah oui. D'accord. Carton jaune, ok. Mais comment ça se passe quand tu veux récupérer ? Du coup, tu te mets sur le dos de temps en temps pour récupérer ou pour souffler un petit peu ou pas du tout ? Un peu. Moi, tu te mets sur le dos, mais moi personnellement, si je me mettais sur le dos, c'est parce que j'avais mal au dos. En fait, quand tu nages le crawl avec la combi, t'es un peu cambré. Ouais. Alors moi, j'avais déjà nagé pendant 6 heures, mais j'avais pas nagé pendant 15 heures. Et je peux te dire que j'avais le bas du dos, là, un tassement de vertèbres, c'était horrible, quoi. Donc je me mettais parfois sur le dos, même en boule, pour étirer les vertèbres, et c'est super douloureux, en fait. C'est là que la préparation mentale intervient aussi là-dessus, parce que la gestion de la douleur. On parle du mental pour se dépasser, pour se transcender, mais c'est pour dépasser aussi la douleur. Des fois, tu as des douleurs, c'est atroce. Mais en fait, tu te rends compte que c'est toi qui les montes un petit peu dans ton imaginaire, même si c'est une réalité, mais ton imaginaire va aussi renforcer le truc. Ouais, il cristallise là-dessus. D'un point de vue mental, pouvoir te désolidariser de cette douleur pour en faire soit un ami, soit quelque chose qui t'accompagne. Et c'est là, et c'est comme ça. Et de toute façon, tu le mets dans un coin de ta tête. La douleur, c'est une information. Tu le mets dans un coin de ta tête. Et après, le reste se fait à côté, ça n'empêche pas. Tu te rends compte du temps qui passe pendant la traversée ? Non. À part quand tu vois le soleil, quand il fait nuit, t'imagines bien que tu te rends pas compte. Et après, tu vois un peu le soleil, mais à un moment donné, t'as la notion du temps, elle est plus là. Dans le sport, c'est un phénomène qui est assez connu, hein, et puis pas que dans le sport, même quand tu fais l'amour ou ce genre d'exemple, des fois, t'as la notion du temps, elle est plus là, quoi. C'est une sorte d'extase, un état de grâce, où là, t'es waouh. Et dans le sport, souvent, on entend parler de l'état de grâce. Et l'état de grâce, en fait, tout ça, c'est un instant qui est figé. Et le temps passe, tu te rends pas compte, ça peut être long, mais toi, t'as l'impression que c'est court, et à l'inverse, c'est très court, et toi, ça te paraît très long. Alors, parler de l'orgasme, c'est plutôt court, et c'est trop court, et je pense que c'est long aussi. Mais voilà, c'est ce même phénomène qui moi m'a tenu pendant pas 60 heures, mais pas loin. Moi, je me suis vraiment conditionné, préparé mentalement pour faire en sorte que ce temps ne soit ni un ami ni un ennemi. C'est juste quelque chose qui est là et que je fais sans, quoi. Et pour la nutrition, justement, t'en parlais tout à l'heure avec les perches. Là, c'est impossible de mâcher. Tu prends que des gels, tu fais quoi? Ou tu mâches quand même des trucs, t'arrives à manger vraiment normalement? Non, tu prends des choses semi-liquides. Ah oui. Voilà. Ça fait long, là. Ouais. Et en termes justement de nutrition, tu t'étais un peu préparé à peut-être prendre un peu plus de poids pour la dépense énergétique, parce que ça doit être compliqué de compenser. Ouais. J'ai essayé, mais j'ai pas réussi. Ouais. Parce qu'en fait, quand les nageurs d'eau libre, eux, ils prennent du poids, on le voit bien, hein, ce sont des gens assez corpulents, mais ce sont vraiment des athlètes, hein, faut pas se leurrer, hein, les mecs, les filles, hein, d'ailleurs, qui font ces sports-là, tu te dis, c'est quoi, c'est pas des sportifs. Moi, pour les connaître et les côtoyer, moi, je trouve que ce sont des gens absolument géniaux d'un point de vue relationnel. C'est une très très belle discipline. Et donc moi je voulais prendre du poids quand même, mais j'y arrivais pas parce que tu cours, tu fais des entraînements 2 heures, 3 heures de course à pied sur des séances, en fait tu brûles toutes tes graisses, quoi. Et pourquoi les nageurs en eau libre ont cette corpulence? En fait, les nageurs d'eau libre, ils ont pas de combinaison déjà, donc en fait leur combinaison, c'est la graisse qu'ils ont sur eux, quoi. La graisse, donc c'est la graisse. Et ton entourage, enfin ton équipe ou ta femme par exemple, pendant cette épreuve de la traversée de la Manche, qui est quand même un truc assez incroyable, comment est-ce qu'ils l'ont vécu? Est-ce qu'il y avait cette notion de stress? Je suppose, parce que la nuit, à mon avis, on ne doit pas trop te repérer dans la nuit. Non. Là, c'est là que
je dis rarement que je suis bon. Parce que je le pense pas, mais même si là, pour le coup, j'ai pensé à un truc assez malin, c'est de préparer mon équipe avec mon préparateur mental. Donc, je sais pas, c'était un mois avant, un petit peu moins, fin mai, je crois. J'étais allé chez le préparateur mental avec toute l'équipe pour qu'il leur explique ce qu'il avait fait avec moi, qu'ils comprennent ça, ces processus, et que eux justement se mettent pas dans des conditions qui pourraient altérer ma performance. Donc il avait pris l'exemple d'une équipe de Formule 1, vous avez ici le pilote, mais vous êtes dans l'écurie là, et quand il arrive, c'est 6 secondes pour changer les pneus, quoi. C'est de la Formule 1 que vous allez faire. Et donc eux, ils ont tiré quelques enseignements pendant une matinée avec Philippe. Et à la fin, ils ont mis un slogan, d'ailleurs, mon équipe, sans moi, je les ai laissés, sans moi. Et le slogan qu'ils ont sorti, c'est le premier qui s'énerve a perdu. Ils avaient compris qu'il fallait zéro état j'entendais parler de stress tout à l'heure, zéro état de stress. Tout le stress qu'ils pouvaient avoir pouvait m'amener à l'échec. Et eux aussi, du coup, parce qu'ils avaient envie qu'on aille tous ensemble au bout. Hein. Il y a un reportage aussi sur Daen, François Daen, à Diagonale des Fous, et on voit aussi tous les gens qui s'occupent de lui au ravito sont extrêmement calmes, on lui pose des questions, restent pas trop collés à lui. Il n'y a pas de mystère. Ils sont vraiment dans l'écoute. On a l'impression que François, c'est un mec hors du commun et c'est parce qu'il est hors du commun qu'il gagne. Non, faut arrêter avec tout ça, quoi. Que ce soit Lee Journette et compagnie, mais Nico Martin, que j'ai la chance de côtoyer avec Patrick Bringer et tout, mais Patrick, c'est un fou de travail. C'est Patrick Bringer, ça a été un des meilleurs Français en tri et en trail. Non, mais vous imaginez même pas. C'est un travail c'est l'horlogerie suisse, hein, tout ça. Hein. On parle de nutrition, c'est tout préparé pendant la course, il y a pas, tout est calé, phasé, les petits détails de la tenue, pas de couture, tu vois, des petits détails tout comme ça, enfin tout est préparé. Il n'y a pas de place à l'improvisation, en fait. Ouais, j'ai vu leur petit tableau avec les temps de passage, ce qu'ils mettent dans les sacs, l'alimentation, à ce moment-là, j'aurais besoin plutôt de chaud, de froid, de salé, de sucré, de machin, tout est en calculé, fait, après, ce qu'on pourrait croire aussi, et c'est là qu'il faut un peu déverrouiller le truc, on pourrait croire que du coup, vous avez des psychorégies, des psychopathes, etc., etc. Alors, dans la préparation, oui, mais pendant l'épreuve, c'est parce que tu es super préparé que tu peux faire face à l'imprévu. Et c'est là, justement, pendant l'épreuve, que tu fais preuve d'adaptation, de souplesse, aussi tu laisses place aux émotions. Donc en fait, c'est tout l'inverse. On pourrait croire que pendant la course, Baden, il est complètement focus, il écoute rien. C'est tout l'inverse. Il écoute tout. Il écoute les facteurs météo, le vent, le froid, etc. Il écoute les petites sensations. Il est ouvert à tout ce qui l'entoure, en fait. Parce que justement, pour tout le reste, c'est rodé, c'est huilé. Il sait qu'il peut s'appuyer sur son équipe, sur sa préparation, un niveau de confiance maximum. Et justement, toi, quand tu vois que le courant s'inverse et que tu vas avoir du rab, comment tu fais pour te dire, ok, bon, j'ai presque fini, j'y retourne, mais allez, je continue, c'est pas grave, de toute façon, je suis condamné à réussir. Là, en fait, là, vraiment, je suis dans un état second à ce moment-là parce que moi, je suis un nageur de bras, je suis pas un nageur de jambes. Mais en fait, le pilote me disait il faut que tu fasses des jambes, mais on me l'avait dit aussi, hein, Jacques Tuzet m'avait dit à la fin, il y a des courants en France, c'est là que c'est le plus dur, donc c'est là qu'il faut forcer et qu'il faut tenir coûte que coûte, que ça dure, peu importe le temps que ça dure, et ça nous ramène à la notion du temps. Si tu dis ça dure 3 heures, tu t'imagines pas faire cet effort-là de fou pendant 3 heures, et en fait moi je l'ai fait pendant 1 heure, après 2 heures. Il y a un truc qui m'a sauvé, c'est que les Anglais m'ont fait un thé chaud, ça c'était pas prévu, mais ils m'aimaient bien les Anglais, ils ont vu mon regard un petit peu complètement vide, complètement paumé, allez vas-y on va lui faire un petit thé chaud. Ça m'a fait vachement de bien. C'est pas préconisé parce que ça fait monter la température corporelle. Or, il faut pas faut pas trop la monter et ça pourrait un déséquilibre par rapport à la température de l'eau, trop important. Mais je l'ai fait quand même et ça m'a fait du bien, ça m'a boosté, mais ça n'a pas suffi. Et à un moment donné, je voulais abandonner parce que je me rendais pas compte que ça. En fait, ce qui est marrant, je peux pas le montrer sur une carte et je peux le montrer à personne, mais en fait, on s'éloigne pas des côtes, mais c'est comme les côtes, en fait, elles sont pas droites. Et nous, on est par les courants et on est sur une ligne. En fait, du coup, fatalement, on voit que les côtes, elles s'éloignent. Mais nous, c'est pas nous, c'est les côtes. Et donc ça, c'est terrible. Tu as l'impression d'être prêt, puis d'un seul coup, tu te retrouves vachement loin. Donc, si vous regardez sur une carte, entre Cap Griné et Cap Blanc-Nez, en fait, ça fait incurvé. Et donc, vous imaginez que si le bateau il fait une ligne droite, forcément, on s'éloigne du point le plus proche. Et donc, moi, à ce moment-là, je dis, c'est pas possible, quoi. Je vais arrêter, quoi. Là, j'en pouvais vraiment plus. Là, je suis en état de conscience et je me rends compte que c'est abominable. Je suis brûlé de partout avec la combinaison. J'ai froid. Je suis tout crispé au niveau de l'aine. J'ai plus de force. Ma tête, elle lâche complètement. Donc, physiquement,
ça va plus. Ma tête, ça va plus du tout. Et donc et à ce moment-là, il y a un autre bateau qui arrive. C'était Laurence. Et je sais pas pourquoi, je sais que c'est elle, je sens que c'est elle. Donc moi, il y avait mon bateau d'arbitre qui me suivait, enfin que je suivais. Et d'un seul coup, je vois ce bateau arriver au loin. Donc je dis allez, c'est bon, j'arrête et je rejoins ce bateau dans lequel je crois que c'est Laurence intuitivement, et c'était bien elle. Et là, je dois être à 2 mètres, donc je vois son visage et je dis j'arrête, quoi, c'est plus possible. Et elle me hurle un truc, vas-y chérie, t'es pas loin, blablabla. Elle crée un truc et ça me fait une onde de choc. Vraiment une onde, quoi. Non, en fait, ça je continue. Elle m'a entendu, c'est fou. Et bizarrement, là, pour le coup, elle m'a reconnecté avec ma sensation du moment, qui est quoi? Qui est, regarde, t'es pas loin, t'as plus qu'un petit effort à faire, et une demi-heure après, j'étais arrivé et je touchais le sol, quoi. C'est grâce à elle que je l'ai fini, quoi. La force du supporter, quoi. Et justement, tes sensations. Justement, tes sensations à l'arrivée, comment tu t'es senti en enlevant ta combinaison là, la tête qui tourne, c'est sûr. Alors là, il y a un truc bizarre qui se passe. Avant de retirer la combinaison, tu la retires pas comme ça. Ouais, c'est ça. Ce qu'il faut faire déjà, c'est que tu touches par terre, il faut que tu sortes le corps complètement de l'eau pour valider ta traversée. Donc là, je le savais pas, mais je l'ai fait intuitivement. Et en plus, ce qui est rigolo, c'est qu'il y a tous mes supporters qui étaient là, ils étaient en haut des falaises. Ils n'avaient pas réussi à trouver le bon endroit où j'allais arriver, et donc ils étaient en haut. Donc je les entendais au loin. Donc il y en a qui faisaient le tour pour essayer de me rattraper, mais c'était trop long. Et les seules personnes qui étaient là, c'était 2 journalistes, les journalistes de France 3 qui étaient là. Donc ce qui est génial, c'est qu'ils ont pu me filmer. Donc cette vidéo, vous pouvez la voir sur ma chaîne YouTube aussi. Vous allez voir le récit de l'Enduroman, et vous voyez ma tronche à l'arrivée. Donc la tête, c'est fait quand même bizarre. C'est comme tous ceux qui traversent la Manche, on est gonflé de partout, on est boursouflé. Donc on a l'impression de voir un mec qui est complètement alcoolisé en face de soi, parce qu'en plus je parle comme ça quand il m'interviewe, et il me pose la question comme tu viens de la poser. Alors comment tu te sens? Et c'est un mélange de plein de choses. T'es content, t'es pas content, t'es bourré, t'es complètement bourré. T'es sonné, t'as la combi qui t'a brûlé, tu dois être desséché avec le sel de... T'as la magnifique trace des lunettes, j'ai pu voir ça en regardant la vidéo. Exactement. C'est vrai que t'étais magnifique à ce moment-là. La gorge toute gonflée à l'intérieur, là, ça pique de partout. Mais c'est pareil pour tout le monde, hein, quand on arrive de cette traversée, mais en même temps, t'es tellement content d'avoir fini, ça réactive tes sens quand même. Et malgré tout, après 140 km de course, bouclé en 18 heures, c'est ça, t'as fait 60 au final kilomètres de nage bouclé en 15 heures. Ouais. Là, tu te dis, je vais monter sur le vélo, quoi. Je fais une petite sieste d'une heure et demie. Moi, ce que je me dis, c'est ça y est, je suis enduroman. Là, je me dis, je suis enduroman. En fait, tu remontes sur le bateau. Le truc qui est chiant et dur, c'est qu'il faut remonter sur le bateau, parce que le bateau t'emmène jusqu'à Calais. T'arrives pas à Calais, hein, t'arrives là où tu arrives. Moi, j'étais à une petite heure même pas une 3/4 d'heure, je crois. Donc là, je retire ma combinaison enfin, et on arrive au port de Calais. Et à Calais, moi, j'ai mon ostéo qui me rééquilibre un peu, qui me remet tout ça en place. Après, et puis en fait, moi, je suis tellement content. On se retrouve tous. On était une trentaine. On s'est mis dans une friterie là-bas à Calais, et on a fait un festin avec une bonne bière et tout. Enfin, le truc, tu vois, tu te dis, on savoure le moment, parce qu'en fait, ça y est, on l'a fait, quoi. C'est trop génial. Et après, à la fin du repas, là, moi, j'ai pris le lead là-dessus, parce que je leur ai demandé à tous de faire un petit résumé de ce qu'ils ont ressenti pendant ces 40 heures d'épreuve là pour l'instant. Et puis à la fin, une fois qu'on a fait le tour, je dis bon les gars, maintenant on a un record à battre, on y va. Et leur part à vélo, il était 23 heures. Ah, c'est marrant, t'as quand même eu ce moment de décompression en pleine épreuve, quoi, au final. C'est magique, ça. Ouais. C'est assez incroyable. Et donc là, dans la tête, tu sais que les 300 bornes de vélo, c'est juste formalité. Ouais, en fait, moi, tu sais, pour faire un petit coup sur la prépa mentale, donc moi j'avais des séances d'auto-hypnose, et donc pendant la nage, j'avais des séquences que je visualisais pour pouvoir me déconnecter complètement de ce truc un peu absurde de nager comme ça. Faut être un peu barré pour faire ce genre de choses. Donc là, tu te crées ton imagerie mentale qui est vraiment de l'ordre de l'imaginaire. Donc moi j'avais mes images, et sur le vélo, j'avais juste 3 mots en tête que je voyais, que je me répétais en tête. C'était quoi d'ailleurs, je les ai oubliés. Aisance, confort, facile, enfin je sais plus. J'avais 3 mots en fait que je m'étais répété à tous mes entraînements en préparation de vélo, et du coup ça me permettait d'être dans un état de bon état, l'état juste, concentré pour faire j'ai fait le parcours vélo en 13h30 je crois, et d'avoir à peu près 25 km/h de moyenne. Et donc je l'ai tenu avec ces mots magiques. Et justement pour répondre à ta question, tu vois, la fatigue, moi j'avais mis 3 mots vraiment en permanence, en boucle, je me répétais ces mots, et je m'en étais rajouté un 4e, c'était vigilance.
Et voilà, j'avais 4 mots qui tournent en boucle dans ma tête. Parce que là, le parcours du coup est pas fermé, donc t'as potentiellement des voitures qui te doublent et avec la fatigue, ça peut être un peu. De la vigilance, ouais. Ça, j'avais pas prévu tout ça. Tu vois les stops, les feux rouges, et tu dois respecter le code de la route. Et l'arbitre, il vérifie tout ça. Hein. Si un stop, tu le grilles, bon, il les voit pas tous. Mais si tu grilles un stop, il te met un carton. C'est incroyable ça. Tu dis, attendez, je suis là pour battre un record. Je vais le faire. Vous voyez ce que je veux faire? Pas au détriment de la sécurité. Mais attends, mais mec, tu sais ce que j'ai fait? Le pire, c'est pas ça. Le pire, c'est la fin, en fait. Parce que la fin, t'as arrêté au mois d'août, ça va à peu près le mois d'août à Paris. Moi, c'était au mois de juin. Et un vendredi midi, à l'arrivée. Et là, t'arrives sur Paris, Paris, région parisienne, les bouchons et tout. Donc, la voiture qui de l'arbitrage, tu peux pas partir sans elle. Donc, tu dois rester tout le temps à côté. Donc, t'es dans les bouchons et t'attends. Et là, en fait, sur le papier, sur le chrono, tu dis, tiens, il reste 30 bornes. C'est bon, allez, j'accélère un peu en une petite heure, c'est fait. Et en fait, ça a duré plus de 2h30, quoi. Ouais, ça c'est mal foutu, mais il y a une histoire de l'année dernière, il y a un Français qui a raté le record, justement, parce qu'il était dans les bouchons. Qui a fini 20 minutes derrière ton record. On est tous au même lot, hein. Dany, comme tout le monde, t'arrives, s'il y a des bouchons, t'attends. Et moi, les bouchons, j'en ai eu, et c'est atroce, quoi. C'est le pire moment, quoi. Tu fais un enduroman, t'es à l'arrivée, et t'as une demi-heure, tu dois faire les stops et les bouchons, et t'attends. C'est pas le bon moment. C'est terrible. Du coup, t'arrives sur Paris, t'arrives vers l'Arc de Triomphe, je crois, si je dis pas de bêtises. Il y a, je sais pas, il y a des banderoles, c'est l'arrivée d'une course normale ou comment ça se passe? Il y a des supporters. Alors, justement, il y a une anecdote rigolote parce que Lionel Jourdan, qui a battu le record cette année au mois de août, Cédric Fleurtan, on l'entraînait tous les deux, Cédric et moi, on entraînait Lionel, Cédric, il a la chance de pouvoir le voir à l'arrivée. Donc, il va le voir. Et il s'imaginait qu'il y ait plein de monde, les banderoles, tout ça. Et il arrive là-bas, il me dit, mais Cyril, il n'y a personne. C'est nul. Il y a personne. C'est glauque. Ouais, c'est super glauque. Et moi, j'ai eu la chance d'arriver, comme je suis région parisienne, j'étais en Picardie, j'ai quand même pas mal de potes qui sont à 1 heure de Paris. Donc, j'ai eu la chance d'avoir quand même pas mal de monde pour mon arrivée. C'est assez rare. En général, t'arrives, il y a rien, hein. T'as une petite médaille et puis le t-shirt de finisher et puis voilà, quoi, tu rentres chez toi. Et le truc le plus rigolo, non, c'est pas rigolo en fait, c'est l'organisateur, l'arbitre, il te dit bravo, maintenant je vais retourner en Angleterre, faut que tu me payes mon Eurostar pour retourner à Londres. Et ça, il ne l'avait pas dit. Donc maintenant, quand j'en prépare sur l'enduroman, je leur dis, oublie juste pas qu'à l'arrivée, il faut payer le billet de retour. Il a le bon rôle, lui. Ah oui, non, mais exactement. C'est ça qui est assez incroyable, c'est que c'est quand même un triathlon ultra énorme et au final il n'y a pas une orga classique, c'est un peu une épreuve dans l'ombre qui se termine, comme tu dis, toi tu as eu la chance d'avoir un comité d'accueil mais qui se termine de manière un peu glauque, comme tu disais. Vraiment, c'est triste. Hein. Et alors que c'est incroyable comme de triomphe, mais voilà. Et t'as des gens, des étés touristes, pas en ce moment, mais moi, il y avait encore des touristes sur l'avenue des Champs-Élysées. Ils se demandent qui c'est ce gars-là, qu'est-ce qui se passe. Mais moi, une fois de plus, j'avais des copains, j'avais même des collègues, parce qu'en fait, moi, le siège de ma boîte à l'époque était venu à Paris, et donc il y a la grosse direction qui était venue me voir. Donc il y avait un petit effet de masse, quoi. Et du coup, il y avait tous les touristes qui s'agglutinaient, des Chinois qui prenaient des photos, des gamins qui T'es dans beaucoup d'albums photos chinois. Et du coup, le temps total, si on peut le rappeler peut-être, repos compris. Moi, j'ai fini un peu moins de 60 heures, 59h50. 59h50, et donc là, tu bats le record, donc double objectif, finisher, recordman. Ouais. Là, c'est quand même. T'es satisfait, quoi, à ce moment-là. Ouais, là, mentalement, ça doit bien se passer. Moi, cette histoire, comme tu disais tout à l'heure, c'est l'histoire qui me marque pour la vie. Et je vous me Laurence, quand je suis arrivé, il y a 2 personnes qui m'ont dit, Cyril, maintenant, t'as un truc à faire. Un pote qui m'a fait un coup d'hypnose, il m'a fait une tape sur l'épaule, il m'a dit, maintenant, t'écris le livre. Boum. Donc il a fait un point d'ancrage, un truc d'hypnose, quoi. Et puis après, juste après, de façon plus affective, ma femme Laurence a dit, maintenant, mon chéri, il faut que tu écrives le livre parce que regarde tout le monde qui est là, tout le monde qui t'a aidé, c'est juste incroyable. Pour eux, tu dois l'écrire et tu dois nous raconter ton histoire parce qu'il y en a peut-être d'autres qui vont devoir le faire. Il faut qu'ils sachent pourquoi tu as fait ça, mais surtout comment tu l'as fait. Donc j'en ai écrit un livre en 3 phases, pourquoi je l'ai fait, comment je l'ai fait et l'histoire vue de l'intérieur, tu vois, pour qu'on se sente un petit peu dans le truc. Comment il s'appelle ce livre, si certains aimeraient chercher sur les sites pour l'acheter? Moi, tu tapes Cyril Blanchard sur internet, tu vas sur mon site et c'est moi qui le vends. Il a été sur Amazon et je sais pas s'il y a encore. Il est en anglais en tout cas, en version anglaise sur Amazon, mais moi sur mon site. Et d'ailleurs, j'en ai eu 2 commandes aujourd'hui. Il faut que je les dédicace.
C'est moi qui fais, je dédicace et j'envoie avec mes petites mains. Donc ouais, c'est moi. J'aime bien faire ça. J'adore faire ça. J'adore partager en fait. Et ouais, donc cet enseignement, c'était juste un truc absolument génial de vivre ce record. Alors ce que je voulais vous dire, c'est quoi? C'est que quand j'ai dit à l'anglais 3 jours, enfin l'organisateur 3 jours avant le départ, voilà comment je vois ma course, il m'a dit récupérer 6 heures, enfin 4 heures, puisque c'était 20 heures plus 4 avant de nager, 20 heures de course plus 4 heures, il m'a dit c'est pas possible. Je sais pas si c'est pas possible, mais moi je me suis préparé toute une année pour ça, quoi. Et j'ai vu ma stratégie avec mes préparateurs, notamment pour le sommeil, c'est celle-ci. Donc je ne vais pas changer ma stratégie. Il me dit c'est pas possible, et il voulait pas. Il dit non, tu pars 3 heures avant, 4 heures. Donc là, tu es dans une négociation avec l'anglais, ce qui est pas simple. Négocier avec des Anglais, c'est pas comme négocier avec des Français. Faut être, bref, je rentre pas dans les détails. Et il accepte quand même. Et fin de l'histoire, c'est fait, quoi, tu vois. Donc, et l'anglais, il a eu beaucoup de respect parce qu'au départ, il m'a pris un peu pour un français, en fait. Parce que nous, on arrivait comme vous avec de la bière, on arrivait avec, c'est pas pour moi, c'était pour l'équipe, mais il nous regardait un petit peu de haut, il nous regardait, et puis plus l'épreuve avançait, et plus je voyais dans ses yeux qu'il dit, on n'est peut-être pas tombé sur un mec si con que ça, quoi. Et, Lionel, qu'il a fait, donc, il y a maintenant, 5 mois, au mois d'août dernier, on avait l'objectif de faire moins de 50 heures. Vous voyez, alors quand moi je l'ai fait, il disait c'était pas possible de faire moins de 60 heures. Et Lionel, l'objectif c'est de faire moins de 50 heures. Donc on est vraiment sur du très très haut niveau là. Et forcément, il a pas dit c'est pas possible. Il a dit qui c'est qui te prépare toi? C'est Cyril Blanchard. Bon d'accord, t'as pas l'air trop mauvais. Puis bon voilà. Et puis en plus Lionel avait fait les stages de préparation avec les Anglais. Donc ils avaient vu que c'était un mec super sérieux, quoi. Mais bon, tout ça pour dire quoi? Qu'en fait tout le monde aurait tendance des fois à dire à la personne qui veut faire des choses un peu folles, non mais c'est pas possible, c'est pas sérieux, fais pas ci, tu vas te mettre en danger, c'est pas, etc. Et qu'est-ce qu'on fait? Du coup en général on écoute. Parce que c'est vrai, on a envie de faire plaisir, on veut pas contrarier les gens. Maintenant, quand t'as les convictions et tu donnes les moyens d'aller au bout de tes projets, si t'es capable de dire aux gens, j'entends ce que tu me dis, t'es inquiet pour moi. Moi, je me suis préparé avec telle personne. Moi, j'ai tel objectif. Voilà comment je me suis préparé. Et j'ai repris mes idées. J'y arriverai, ce sera mon succès. J'y arriverai pas, ce serait pas un échec, ce sera juste un apprentissage de la vie, et peut-être que je le ferai après différemment, peut-être que je le ferai pas, je ferai autre chose, mais en tout cas, j'aurais vécu dans tous les cas une expérience incroyable. Alors attention, il faut toujours ne pas jouer avec la vie, parce que là, c'est quand même précieux, et là, pour le coup, une épreuve comme celle-ci, il y a quand même des mecs qui ont laissé leur peau dans la Manche, hein. C'est par hypothermie, donc voilà, malgré tout, c'est ce qui m'a amené moi à ne pas faire n'importe quoi, et à m'entourer de conseils les plus précieux possibles. Et qu'est-ce qu'il a fait pour optimiser justement sa performance? Qu'est-ce qu'il a fait pour gagner du temps, par exemple, par rapport à ce que tu as pour recontextualiser, pardon, pour les auditeurs, je sais pas si on l'avait expliqué du coup en amont. Donc du coup, t'as entraîné Lionel Jordan, c'est ça, pour que justement il puisse être en mesure de faire l'enduroman cette année, et là où il a justement battu le record le record de justement 10 heures. 10 heures. C'est ça? En combien de temps C'était donc il y a 5 mois, en combien de temps il a bouclé? En 58, moins de 59 heures. Je sais plus exactement combien. En fait, ce qui s'est passé entre moi et Lionel, c'est que, à part qu'il y a eu un Covid, l'année dernière, il y a un Belge qui a battu mon record en 52 heures et quelques, je crois. Julien Deneyer, un mec très très bien d'ailleurs, et suite à une semaine après, alors lui il explose mon record, hein, il fait moins de 7 heures de moins, donc on se dit ça y est quoi, il a pété le plafond, allez accrochez-vous. Et une semaine après, la semaine d'après, il y a un Indien, j'ai jamais entendu parler, personne ne connaît, et il bat son record à lui de 2 heures, donc il fait 50h30 je crois. Et là, Lionel, il me dit, putain, j'étais parti pour battre ton record. Et là, pour battre un record, battre le record de l'épreuve. Mais entre-temps, il y a des mecs super costauds qui ont fait un truc de fou, quoi. Et alors, Lionel, déjà, faire moins de 50 heures, c'était quand même vachement, voilà, la barre était super haute. Et avec le Covid qui nous tombe dessus, au mois d'avril, il peut plus s'entraîner, il peut pas nager, il peut pas courir à plus d'1 kilomètre de chez lui, enfin, etc. Enfin, autant vous dire que c'était une mission ultra compliquée.
Mais c'était ultra stimulant pour lui et tout ça, c'était des objectifs à surpasser et on s'est surpassé et puis fin de l'histoire, il explose le truc, quoi. Donc qu'est-ce qu'il avait de plus que moi? Déjà physiologiquement, il est super costaud, il avait un super coach et on a fait vraiment un super boulot, quoi. Avec Cédric Fleurton qui a fait ses plans d'entraînement, on a fait vraiment un truc de costaud. Il a peut-être pas fait autant de bornes aussi en natation. Il a peut-être économisé un peu quelques kilomètres sur la traversée de la Manche. Non, il en a fait presque autant. Ouais, c'est presque. Il a fait plus de 17 heures dans l'eau, lui. Hein. Il est moins bon nageur. Par contre, c'est un super coureur et puis un très bon cycliste. Et puis, lui, quand il est arrivé à la nage, il a enchaîné tout de suite sur le vélo. Il a même pas récupéré, il a même pas pris une bière, rien. Ouais, en tout cas, le record est à nouveau français. Ouais, c'est important, ça. 49 heures, 24 minutes. C'est ça. Ouais. Est-ce que après cette épreuve que t'as vécue et que tu viens de partager avec nous, c'est quoi tes nouveaux challenges? On a suivi un petit peu ton actualité, mais est-ce que tu peux nous exposer un petit peu ce qu'est ce Summum Project qui devait avoir lieu cette année? Je crois qu'il y a eu quelques petites modifications. En fait, moi j'avais un peu un doux rêve, c'est de revivre une épreuve un peu comme l'enduroman, mais quand on écoute ceux qui vont terminer, moi y compris, c'est pas une épreuve super sexy, quoi. Enfin, nager dans une eau, la Manche, c'est pas terrible. Courir le long des routes anglaises, c'est franchement pas génial. Et puis le vélo sur la D1001, à part l'arrivée à Paris, plus les bouchons et tout, non, c'est pas l'épreuve rêvée, en fait. C'est plus le mythe. Donc moi je m'étais dit, tiens, pourquoi pas créer une sorte d'enduroman, mais dans un espace quand même beaucoup plus somptueux. Et voilà. Et en fait, je me suis dit à faire un truc dans les Alpes. Et puis après je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire un truc avec le Mont Blanc. J'ai fait le Mont Blanc en 99, j'aimerais bien le refaire. Et donc voilà, tout mis bout à bout, l'été dernier, je me suis dit, tiens, le lac d'Aiguebelette, qui est un lac magnifique dans lequel je m'entraîne avec d'autres potes comme Rémi Vialon, qui a fait la Manche à la nage lui aussi. On s'entraîne régulièrement là-bas. Et puis je me suis dit, tiens, si je fais mes 5 km de nage ici, après je fais un super parcours vélo en Haute-Savoie et Haute-Savoie, avec passant par le lac du Bourget, lac d'Annecy, le Semnoz, les vignes de Savoie, enfin les châteaux. On a vraiment un parcours magnifique à faire. Donc j'ai fait un parcours, j'ai imaginé un parcours, et puis avec une arrivée à Saint-Gervais à vélo. Et après, qu'est-ce qui reste à faire? Une belle ascension au Mont Blanc. Donc je me suis dit, tiens, Summum, pour moi, c'est l'enduroman, c'est un peu le summum d'une course pour moi, quoi. Mais je me suis dit, Summum, c'est pas juste une épreuve, quoi. C'est son environnement. Donc je me suis dit, tiens, je vais créer Summum. C'est quoi les distances? Le label, la distance pour le Summum, c'est quelle distance? À la distance, ça fait 5 km à la nage. Après, il y a 170 à vélo avec pas loin de 5000 mètres de dénivelé. Parce je fais passer par le col de la Croix-Frie, après le col des Aravis. Donc ça, c'est deux beaux cols hors catégorie. Et puis après, Saint-Gervais, la montée du Mont Blanc, en kilomètres, ça fait une vingtaine de kilomètres par Saint-Gervais. Et puis le dénivelé, vous l'imaginez, une arrivée à 4008, c'est magnifique. Ouais, ça donne presque envie de le faire. Et après, le truc, moi, je l'ai réfléchi depuis 3 ans, hein. Et puis j'ai réfléchi à plein de formats, plein de parcours. C'est celui-ci qui m'est arrivé comme une évidence. Et qu'est-ce que je veux vous dire par rapport à ça? Oui, le truc sympa, en fait, qu'on s'est dit, ce serait pas mal quand même de le faire en moins de 24 heures. Hein. Et ça, je pense que c'est le challenge de le faire en moins de 24 heures. Une petite limite de temps, quoi. Pour corser un peu. Ouais, voilà, histoire de mettre quand même un challenge. C'est pas juste une balade, quoi. Voilà, qu'on mette un petit peu la notation, une connotation sportive et un peu complète, quoi. Mais je le fais seul, avec une équipe, et puis après, on verra si je sais qu'il y a déjà des gars qui m'ont demandé, j'aimerais bien le faire et tout, donc on verra si on en fait une épreuve, on verra par la suite. Donc là, c'est reporté à 2021, du coup, été prochain? Ouais, ce sera le 21 juin 2021. Ah, dommage, on sera à Nice. C'est bon, on l'aura fini, on peut enchaîner. Une semaine après. C'est bon. Après l'Ironman, c'est bon. Ça fait un bon échauffement, l'Ironman. Écoute, on a fini pour les questions qu'on s'était notées et qu'on souhaitait te poser. On a une question de fin traditionnelle. Je crois que Thibaut adore la poser, donc je lui laisse la main. On a l'habitude de demander dans le podcast Pinta Triathlon Club la bière préférée de notre invité.
Donc, j'aime toutes les. Je suis un fan de bière. Ah, je viens du Nord, hein, donc on faisait bien nos invités. j'en vendais des bières avant, donc j'en teste beaucoup. Il y en a une qui me tient particulièrement à cœur parce qu'elle est de l'Oise et pas loin d'où habitait mon papa, qui est décédé il y a 2 ans. Donc elle a une petite connotation, cette bière-là, que je trouvais déjà excellente avant, encore plus maintenant parce qu'elle me parle beaucoup en moi. C'est la Saint-Rieul. La Saint-Rieul et celle que je préfère, c'est l'Ambré. Donc toutes les bières Ambré, moi, c'est quand elles ont un petit peu, quand c'est un peu corsé. J'aime bien les bières noires aussi. Ça me rappelle un petit peu, le Nord, mais là le Nord plus l'Angleterre justement. Mais voilà, la Saint-Rieul, c'est une très très bonne bière. Je la recommande. À déguster le prochain épisode. Bah écoute, merci beaucoup pour ton temps. Est-ce qu'on peut te suivre un petit peu sur les réseaux sociaux? Tu nous as fait part de ta chaîne YouTube et de ton site internet, mais sur Instagram ou sur Strava pour suivre tes performances d'entraînement éventuellement? Ouais. Sur Strava, moi, je mets Cyril Blanchard, hein, mon Facebook, mon Instagram, un petit peu tout, comme tout le monde. Voilà, j'y passe plus ou moins de temps. Il y a des périodes où je suis beaucoup dessus. Je réponds tout le temps. Les gens, je pense qu'ils peuvent pas me reprocher ça. Je réponds, puis j'aime bien partager. Donc, voilà, c'est pour ça que j'ai fait le bouquin, pour partager l'histoire. Et puis, les gens ont des questions et c'est marrant parce que chaque fois qu'il y a des questions, moi, je réponds. Il m'a répondu. Sympa. Les gens. Mais c'est qui? Bah, c'est Cyril. Et qui? Bah, c'est Cyril Blanchard. Génial. Tu m'as mis un petit pas, c'est sympa, c'est cool. Je réponds. Je suis poli. Ouais, exactement. Ça me ramène à mon éducation, la politesse. Ouais. Donc, bon, j'ai pas 100 000 followers, hein, mais bon, en tout cas, le peu qu'il j'ai, j'aime bien avoir un vrai échange avec eux. Voilà. Attention à l'effet podcast, hein, c'est bientôt les 100 000 après, une fois qu'on aura diffusé le podcast. Attends-toi là. Merci beaucoup pour ton temps, en tout cas pour ta sympathie. Et vous, on vous suit comment à part le podcast? Super question. Bien joué. Très bonne question. Très belle transition. Qui me la pose, c'est quand même plus sympa. Alors, on nous suit où? Alors, on peut nous suivre sur Instagram, pptc_tri, et puis sur Strava, pptc-tri. Exactement. Soyez les bienvenus. Il y a un club Strava, oui. Un club. Ouais, on commence à être pas mal nombreux, hein, sur Strava. Okay. Ouais, il commence à y avoir du monde. Ouais. Il y a des belles perfs, il y a plus de 16 heures d'entraînement par semaine. J'ai arrêté de regarder. C'est pas nous qui les faisons. Ouais. C'est pas nous les meilleurs, donc j'arrête de regarder. C'est ça. On a recruté des champions, c'est bon. Bon, en tout cas, merci beaucoup. C'était vraiment un plaisir de discuter avec toi, Cyril. Ouais. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ton temps. Et surtout, n'oubliez pas que l'important, c'est le club, bien sûr. Merci Cyril. Merci. Salut. Vive le club. Merci. J'en ai marre d'entraîner des cons, sans déconner, je te jure.